Deuxième journée de repos pour les coureurs du Tour de France, mais nous on continue de travailler avec un nouveau podcast Saderail pour débriefer cette deuxième semaine du Tour de France, les événements qui nous ont plu ou déplu. On demandera à mes deux compères du jour leurs 3 points et puis on va s'intéresser aux Pyrénées qui arrivent. Qu'attend-on de la montagne maintenant, parce qu'il n'y a plus trop de suspense pour la première place notamment, mais j'espère qu'on va se faire plaisir et trouver un petit peu spectacle. On va essayer de trouver ensemble et puis bien sûr il y a les rubriques habituelles avec un petit quiz avant les paris avec Jérémy Sakian qui est avec moi et qui m'accompagne. Salut Johan, salut à tous. Bonjour monsieur. Tu m'as dit bonjour avant même que je te présente. Ouais, je suis pressé. Désolé, je suis pressé. Pardon. T'es pressé. Starting block pour Brice qui est bien sûr de retour avec nous aujourd'hui et qui va pouvoir débriefer cette semaine. On va voir si elle vous a plu et vos 3 points. C'est le départ. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième semaine avec finalement pas beaucoup de changements au niveau du classement général? Tadej Pogačar est toujours en tête. Il n'y a pas eu trop de problèmes et de soucis pour les autres derrière qui n'ont pas failli. Quels sont vos 3 points? Je vais commencer avec Jérémy Sakian qui va me donner ses 3 points de cette semaine, ce qui a marqué notre ami du jour. Alors mon premier point, c'est le nombre époustouflant de chutes et d'abandons depuis le début de ce tour. Ils sont déjà moins de 150. Il y a eu en plus l'abandon de Vincenzo Nibali aujourd'hui pour aller préparer les Jeux. Donc ça m'étonne un petit peu. Alors c'est vrai que la première semaine du Tour a été très dense avec beaucoup de chutes, beaucoup de fatigue accumulée, mais on est dans des standards quasiment records sur les dernières éditions. Mon deuxième point, c'est les Jumbo-Visma qui sauve son tour. Ils ont perdu Roglic, mais Van Aert a son étape, Kuss a son étape. Vingegaard est toujours dans le match pour le podium. Van Aert est dans le match pour le classement du maillot à pois. Donc finalement, c'est un bilan plutôt honorable pour la formation néerlandaise. Et le dernier point, il faut insister sur la faiblesse de la formation UAE Emirates. Autant Tadej Pogačar semble intouchable, autant son équipe, il y a beaucoup à redire. Oui, c'est clair qu'il y a des choses à dire. On va en parler tout à l'heure. J'attends d'abord les 3 points de Brice. Pour aller dans le sens de Jérémy qui parle de la faiblesse de l'équipe UAE Team Emirates, moi j'ai envie de relever la faiblesse cette année de l'équipe Ineos Grenadier autour de leur leader Richard Carapaz. Le deuxième point, c'est la Movistar qui, à mon avis, à mon sens, n'assume pas son rôle un petit peu d'épouvantail au milieu des deux mastodontes que sont donc Ineos et Jumbo à l'origine et au départ de ce Tour de France. Et le troisième point, alors on en parle beaucoup, parfois on va peut-être en avoir marre, peut-être une overdose, mais Guillaume Martin qui entretient toujours le flou. Classement général, victoire d'étape, maillot à pois, un jour un coup, un jour un autre coup. Voilà, donc ça donne un mélange un petit peu particulier sur cette fin de deuxième semaine. Donc c'est mes 3 points de cette deuxième semaine de Tour de France. Oui, avec une belle sortie d'ailleurs de Cédric Vasseur à la fin de l'étape où il est deuxième au général à Quillan. On en parlera tout à l'heure de cette sortie. Moi, alors j'ai un petit peu aussi les points qui vont se ressembler avec Ineos d'abord qui court un petit peu n'importe comment. Ça, on va pouvoir en parler. Les Français à la peine cette semaine parce que depuis Julien Alaphilippe et sa prise du maillot jaune le premier jour, peut-être quelques petites complications depuis parce qu'on a eu pas mal d'abandons, pas les sprinteurs pas au niveau, et les grimpeurs aussi. Et puis le dernier point, c'est les favoris qui sont un peu décevants. Voilà, finalement, après une autre semaine de course, il n'y a rien qui a changé et ça, c'est un peu navrant. Voilà pour les 3 points. On va commencer par le plus simple, celui qui sort un petit peu de l'ordinaire, ce sont les abandons. Alors, j'ai fait une petite recherche, Jérémy, bien sûr, parce que je suis sûr que tu allais me sortir des chiffres. Alors, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir. Mais en fait, autant d'abandons, je crois qu'il y en a 37. C'est du jamais vu depuis des années. La dernière édition, c'était en 2012, où il y avait à l'époque 32 abandons au départ de la 16e étape. Voilà, c'est compliqué, mais tu expliques comment, toi? Comment je l'explique? Déjà, en partie, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la première semaine, très nerveuse, la première chute de la première étape a fait beaucoup de dégâts, et à 10 bornes de l'arrivée, rebelote une deuxième grosse chute. Donc déjà, on était parti sur de grosses bases. Alors bien sûr, il n'y a eu que 3 abandons ce premier jour, mais il y avait aussi beaucoup de coureurs blessés. Ça a contribué à rendre le peloton peut-être un petit peu plus tendu. Il y a eu une première semaine
où on avait tous les jours une classique avec Van Der Poel, Van Aert. Voilà, beaucoup de fatigue, parfois aussi un tracé pas forcément opportun de la part des organisateurs. Et puis, en cette année olympique, et ben pour certains, pour Nibali, pour Van Der Poel, il y a aussi la préparation qui est importante pour eux. Donc, on peut comprendre que certains puissent se retirer. Maintenant, c'est vrai que ça fait énormément d'abandons. Il y a eu aussi des coureurs malades. Et il y a peut-être d'autres explications. Mais bon, si on parle déjà des chutes, du parcours et des jeux, on a déjà de quoi expliquer une bonne partie d'entre eux. Ouais, il y a un peu un mix de tout ça. Brice, toi qui regarde le Tour de France à la télé, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abandons cette année, ou tu te dis plutôt c'est comme ça d'habitude, le Tour de France, il y en a toujours beaucoup, c'est difficile de faire 3 semaines. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le chiffre parle de lui-même, effectivement beaucoup d'abandons, surtout sur certaines étapes où c'est un peu la dégringolade. De mémoire, il y a une étape qui s'est soldée par, je crois, 7 ou 8 abandons entre le point de départ et le point d'arrivée. Je trouve que Jérémy a très bien récapitulé l'ensemble des points qui peuvent expliquer ce nombre assez important d'abandons finalement. Et quitte parfois à se demander si les coureurs qui quittent le Tour de France en cours de route, on peut penser à Mathieu Van Der Poel, ces coureurs qui savent qu'ils ont 7, 8 ou 10 jours de course sur le Tour de France, donc ils donnent tout dans ce laps de temps. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, créer un petit déficit de forme. Ils donnent tout pendant 10 jours, et épuisent tout le monde, et hop, ils s'en vont. Et puis ceux qui restent, ils ont mangé un petit peu leur pain noir à l'arrière de la course. Mais Jérémy, je trouve, a très bien récapitulé l'ensemble des points qui, à mon sens, sont vrais et sont factuels. Je vais faire une transition un peu douce, parce que ces abandons, avec tout ça, on a perdu Primoz Roglic à la Jumbo-Visma. On pensait que ça allait être difficile pour eux. Et voilà, c'est un point qu'on voulait aborder aussi. La Jumbo, finalement, avec cette victoire d'étape de Van Aert, avec cette victoire de Sepp Kuss hier à Andorre, là où je suis, et puis Van Aert en course pour maillot à poids, plus un podium pour Vingegaard. Et finalement, la Jumbo, c'est pas si mal que ça. On se demande même s'il aurait fait mieux avec Roglic, alors que tout le monde aurait dû travailler pour lui. C'est ça aussi peut-être que tu voulais souligner, Jeanne. Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'avec Roglic, il n'aurait pas fait mieux en termes de victoire d'étape, parce que Sepp Kuss et Van Aert n'auraient pas été autorisés à aller aux avant-postes, à aller prendre des échappées. Maintenant, on était venu pour gagner le Tour de France, et rien ne remplacera la victoire sur les champs. Maintenant, ce Tour de la Jumbo-Visma, il me fait penser à celui de la Bahreïn sur le Giro précédent, avec l'abandon de Landa. On s'est remobilisé, on a gagné des étapes. On a fait deuxième du Giro avec Damiano Caruso. Ça me fait aussi penser à l'année 2014 de la Tinkoff Saxo, quand Contador s'était retrouvé devoir abandonner dans les Vosges. Derrière, Maïka, Rogers avait gagné des étapes. On sent qu'il y a une âme dans cette équipe Jumbo-Visma. Ils sont plus que 5. Ils n'ont pas été épargnés par les chutes, mais ils vont repartir quoi qu'il arrive avec un sacré butin. Donc félicitations à eux. C'était pas leur année, mais pour autant, ils passent pas à côté, ils passent pas au travers, comme d'autres équipes, par exemple Groupama qui a quasiment tout perdu. Alors, j'ai juste un problème avec ce que tu dis, c'est que tu as trouvé une comparaison avec la Bahreïn, alors que la Bahreïn, y a pas c'est incomparable. Hein. Nous l'oublions pas, hein, Jérémy. Hein. Tu peux pas comparer avec d'autres équipes, c'est bien au-dessus du lot. Hein. Attention de pas comparer. La Bahreïn est au-dessus du lot, mais elle est au-dessus du lot globalement depuis le Giro, hein, parce qu'au début de saison, c'est pas forcément trop ça. Après, maintenant, il marche sur l'eau, mais il marche sur l'eau depuis Caruso, depuis ce Giro phénoménal. Ouais, et d'ailleurs, la Bahreïn, le camion est juste en dessous de mon hôtel. Tiens, je vais peut-être aller leur faire un petit coucou un peu plus tard dans la journée. Dans la nuit. Dans la nuit, oui. On verra dans la nuit. Je vais les réveiller. Vous inquiétez pas. Et toi, Brice, alors cette Jumbo, elle te plaît sans Roglic, où il y a quand même pas mal d'offensives, et puis surtout des coureurs. Il y a des coureurs talentueux quand même dedans. C'est normal qu'on les revoie. Oui, clairement. Et puis elle se réinvente. Effectivement, sans l'abandon de Primoz Roglic, on n'aurait jamais vu certainement pas vu une Jumbo-Visma aussi attaquante, offensive. Sepp Kuss, se loupe rarement. Vingegaard, c'est quand même une très belle satisfaction. Il fait même plaisir à voir, vraiment. Jérémy parlait des 5 coureurs restants. Autant dire qu'il y en a qui sont aussi un petit peu en dessous de leur niveau, hein, si on pense à Steven Kruijswijk, par exemple. Donc, une équipe qui n'a plus son leader phare, mais qui a su se réinventer. Un petit peu, si on fait des parallèles avec à une moindre mesure, pas la Bahreïn, évidemment.
Non, mais on parlait des abandons des leaders sur le Tour de France. Si on remémore le Tour de France d'Ineos en 2020 avec l'abandon d'Egan Bernal, Ineos avait complètement changé sa manière de courir, donc très peu placé au général, mais avec des coureurs qui partaient de l'avant, et ce qui avait permis au fameux duo Carapaz-Kwiatkowski de se livrer bataille pour une victoire d'étape. Donc non, ça fait plaisir à voir, et c'est un petit peu là la force. On peut beaucoup les critiquer, hein, mais c'est aussi là la force de ces coureurs, de ces équipes et de ces encadrements, c'est de ne pas se laisser abattre quand on sait qu'un Roglic prépare pendant, je sais pas, 2 mois et demi, loin de tout le monde, son Tour de France. D'ailleurs, on n'a pas pu voir si c'était la bonne méthode et la bonne technique pour remporter le Tour de France. On se rappelle qu'il a ni couru le Dauphiné, ni couru le Tour de Suisse, ce qui est assez original. Voilà, ils perdent leur leader emblématique, ils arrivent à se remobiliser, à performer. Donc c'est la force des grandes équipes, quoi qu'on en dise. Juste un oui ou non, Jérémy, Vingegaard, c'est le favori pour la deuxième place parce que c'est un bon rouleur et parce qu'on a l'impression que c'est le seul qui peut faire un peu vaciller Pogacar. Bah, tu me fais douter. Maintenant, je vais essayer de rester cohérent par rapport à ce que j'ai dit sur le dernier podcast en donnant Rigoberto Urán parce que lui aussi va bien en chrono. Donc oui, ce sera un client, mais je vais rester sur Urán. Je le trouve vraiment fort, ce Vingegaard. Il attaque en montagne. Et encore hier dans l'étape d'Andorre, il a été à l'attaque. Pourquoi pas la belle surprise, en tout cas la belle confirmation de Vingegaard sur ce Tour de France avec un podium à Paris. On a parlé de la Jumbo, on va parler maintenant, pourquoi pas, d'Ineos, hein, parce que Ineos, alors moi je vous le dis clairement, ça roule tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Des fois ça roule pas, alors qu'on devrait, notamment que lorsque Guillaume Martin gagne du temps au général, et là on les voit pas aux avant-postes. Dans l'étape d'Andorre, on les voit devant rouler, qui finalement ça fait les affaires de Pogacar. Ça te court un petit peu n'importe comment, en fait. Les Ineos, surtout pour pas grand-chose finalement, parce que Carapaz n'a pas l'air de pouvoir décrocher les leaders. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe Ineos, cette formation Ineos, depuis que voilà, on sait que Carapaz est le leader, et je vois pas trop là où ça va aller, Jérémy. Alors, je suis d'accord avec toi globalement. Je pense qu'Ineos court à l'envers. Je suis moins d'accord quand tu parles de l'exemple Guillaume Martin, parce qu'on a vu sur l'étape d'hier que finalement, il n'était pas si dangereux que ça pour le podium. Maintenant, si on reste sur cette première étape pyrénéenne, cette première grande explication avec l'arrivée à Andorre-la-Vieille, moi, j'ai été frappé par le comportement de cette équipe. Ils ont eu tout juste sur la première partie de course. Ils ont mis Van Barle, ils ont mis Castroviejo devant, et d'un coup, on se met à rouler derrière avec Richie Porte pour faire le tempo, on fait sauter tous les coéquipiers de Pogacar, et puis Van Barle et Castroviejo se font décrocher dans l'avant-dernière difficulté. Et là, on se dit, pas très bien, Carapaz va essayer de sortir Pogacar de la roue, il va avoir deux relais, il va se servir de points d'appui, et il va pouvoir creuser dans la descente et peut-être au pied de Béchelis. Il n'en est rien, finalement, Van Barle et Castroviejo se font reprendre au sommet. Ils font la descente, ils font le tempo, et puis finalement, il se passe rien. C'est pas comme ça qu'on va décrocher Pogacar. On fait le tempo, c'est bien. On essaye de mettre dans le dur les coéquipiers, mais quand il n'y a plus de coéquipiers, il faut passer à la deuxième partie du plan. Donc là, c'était un projet intéressant, un projet ambitieux, mais un projet inachevé. Et à la fin, ça rime à rien, puisque Pogacar à la pédale, c'est impossible de le sortir. Plus que Pogacar, après, c'est aussi ses autres adversaires, parce que pour l'instant, Richard Carapaz, son podium, il n'est pas assuré aussi. Hein. Il faut quand même qu'il arrive à décrocher des Urán, des Vingegaard. Oui, mais quand on est Ineos, est-ce qu'on a vraiment envie de se battre pour le podium? Je pense qu'on pense encore au maillot jaune. On a gagné avec Froome, on a gagné avec Thomas, on a gagné avec Bernal, on a gagné des Giro, on a gagné des Vuelta. Est-ce qu'à la deuxième semaine du Tour, on continue de jouer un podium? Oui, il faut reprendre du temps sur les trois autres, mais je pense que l'ambition aujourd'hui, elle est encore de gagner le Tour de France. Ce sera peut-être plus le cas à l'Uzardine, mais aujourd'hui, l'objectif maillot jaune. Ouais, mais Jérémy, tu penses, Fabrice, tu penses que c'est l'objectif maillot jaune? En fait, Jérémy, oui, je pense que tu as complètement raison dans l'idée. Mais est-ce que cette étape qui est arrivée à Andorre n'est pas l'illustration même que Ineos, c'est peut-être un petit ton en dessous, et même s'ils ont cette envie, cette idée, et effectivement cette motivation, parce que c'est l'ambition première de l'équipe britannique, ils ont livré aux yeux du grand public le fait qu'ils sont un petit peu moins forts, que stratégiquement ça bafouille un peu, parce que finalement sur quel pied danser? Est-ce qu'on est assez solide pour tout perdre? Est-ce qu'on est assez solide pour essayer d'aller déstabiliser quand même Tadej Pogacar?
On sent un petit flou, un petit moment de flottement. La stratégie était tout au long de l'étape un petit peu bizarre. Comme tu dis, c'était très positif au départ. Ça a laissé entrevoir pas mal de belles choses. Et au final, ça termine un petit peu dans une cacophonie sans nom. Voilà, est-ce que Ineos a vraiment les capacités de ses envies? Voilà, cette étape d'Andorre peut mettre une interrogation sur cela. Peut-être que Carapaz n'est pas aussi fort qu'on pouvait l'attendre. En tous les cas, son équipe ne l'est pas tout autant. On pense, alors il y a eu des chutes évidemment, mais on pense au Richie Porte, Geraint Thomas, etc. Il y en a un seul qui tient la baraque. C'était déjà le cas sur le Giro. Pour moi, ça fait partie. On parle souvent de Team de Klerk ou des équipiers de la sorte. Alors dans un autre registre, Castroviro, c'est depuis 1 ou 2 ans, c'est juste astronomique le travail qu'il effectue. Et Katko aussi, hein. Oui, Kwiatkowski qui est effectivement plus en forme que les saisons passées ou la saison passée, effectivement. Mais c'est vrai que Castroviro a un travail qui est monstrueux. Voilà, il était dans les, ça a un petit peu capoté. Il a roulé au train à la fin de l'étape d'Andorre. Ça n'a pas permis de décrocher ou de mettre une stratégie offensive en place. Mais voilà, peut-être qu'Ineos a montré quelques faiblesses. Voilà. Il reste une semaine et ce serait un petit peu facile de tirer tout de suite un trait. Mais je pense qu'on a vu certaines choses qui sont assez représentatives de la réalité. Ouais, Ineos pour l'instant avec cette stratégie fait les affaires, hein, notamment du AE. Hein, c'est eux qui devraient rouler à peu près toutes les étapes. Bon, ils roulent quand même un petit peu, on va pas se mentir, mais on les voit très rapidement plus et Pogacar doit se débrouiller tout seul et finalement les autres équipes roulent. C'était aussi ton point, Jérémy. Franchement, Pogacar, même si on avait dit qu'il y avait des beaux recrutements à l'intersaison pour l'entourer un peu plus, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il est tout seul face au reste du monde. Oui, bah l'équipe, elle est un petit peu meilleure que celle de l'année dernière, mais l'année dernière, on était dans une autre configuration. Pogacar était outsider, il a laissé la responsabilité de la course à la Jumbo-Visma et il a pris le maillot jaune le dernier jour. C'est presque l'opération idéale, hein, c'est le Tour de France parfait, c'est du tableau noir. Cette année, il arrive avec l'énorme pancarte, il a dû se renforcer. Formolo, Maïka, moi je les ai trouvés pas mal dans les Alpes. Force est de constater que ça va un peu moins bien. Hein. Depuis l'étape du Ventoux, UAE a vraiment reculé d'un échelon. On voit un petit peu plus Ineos, mais les deux sont liés en fait. UAE est faible, mais Ineos n'arrive pas à profiter de cette faiblesse. Donc finalement, quand on parle de la faiblesse d'UAE et de la tactique d'Ineos, on parle du même sujet. Donc moi, j'attends de voir les 3 prochaines étapes. Il va y avoir des étapes toboggan, on va monter, on va descendre. Est-ce qu'on aura la possibilité de mettre Pogacar en difficulté? Il va pas falloir traîner quand même, hein, parce que 5 minutes à reprendre, ça sera même peut-être 6 ou 7 si on intègre le dernier chrono. Ouais. Ça va pas se faire tout seul. Surtout qu'il n'y a plus que 2 étapes parce que celle de Saint-Gaudin, c'est un peu plus facile, en tout cas sur la partie finale. Donc vraiment 2 étapes pour essayer de décrocher Pogacar, plus le chrono à Libourne. Ça va être très, très difficile en effet. Il va falloir profiter de cette faiblesse. Il y a une autre équipe aussi qui est un petit peu faible depuis le début de ce Tour de France. Et pourtant, il y avait quand même sur le papier quelque chose à faire. Brice, Movistar, avec Enric Mas, peut-être un ton en dessous des 4-5 leaders. Et ben finalement... on a du mal. Heureusement qu'Alejandro Valverde nous a fait une belle sortie à Andorre et a failli remporter une nouvelle victoire d'étape. Mais sinon, à Movistar, on ne voit rien. Oui, on ne voit rien. Déjà, collectivement, ils avaient l'habitude d'être très présents, de se montrer et d'avoir un impact sur les courses. Là, quasiment 15 étapes ont passé et on n'a rien vu de tout cela. Assez décevant aussi avec le recrutement de Miguel Angel Lopez à l'intersaison pour présenter un duo. Alors, un trio. Lopez est perdu, hein. Lopez perdu dans la Pampa depuis. Il a chuté quand même, hein, mais depuis, c'est très très difficile. Hein. C'est très difficile. Alors effectivement, on parle généralement de trio à la Movistar, mais on met Valverde un petit peu de côté. Mais pour le classement général, on avait un duo qui pouvait être très très satisfaisant avec Mas, Lopez et une équipe généralement plutôt offensive qui sait faire des coups de boutoir, qui sait dynamiter des courses. Même ça, ça se déroule pas. Alors effectivement, il y a eu de nombreuses chutes, comme tu l'as précisé. Enric Mas en montagne est un petit peu le seul. Alors évidemment, tout le monde connaît un peu mon appétence, un petit peu mon côté très positif pour Enric Mas, mais il est le seul à faire un petit peu survivre cette équipe Movistar qui est ni impressionnante, qui ne montre pas grand-chose, qui n'influe pas. On est dans les roues, on suit. Est-ce que cette troisième semaine, ils vont être dans les Pyrénées? Donc voilà, on connaît l'historique de la Movistar
dans les Pyrénées, proche de la frontière espagnole, etc. Est-ce que ça va pouvoir galvaniser un peu les troupes? Est-ce que ça va pouvoir générer des stratégies offensives? Voyons cela. Mais en tous les cas, si Enric Mas se bat pour une place, c'est à la rigueur un top 5. Le podium est un petit peu compliqué à viser. En plus, il y a un contre-la-montre. Mais pour moi, Enric Mas, s'il tient son statut et si la Movistar veut tenir son rang, il faut qu'elle fasse aussi bien que l'année passée, c'est-à-dire qu'une 5e place. Et chez Movistar, on doit être en capacité de passer les Lutsenko, Kelderman et O'Connor, normalement, sans grand souci. Mais là, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. La Movistar qui normalement a l'habitude de jouer le classement par équipe est 8e cette année, loin derrière qui Bahreïn. Voilà, merci pour le souligner, qui est largement devant un Bahreïn Victorious. Et voilà, donc 8e, et donc c'est un tour vraiment compliqué pour la bande d'Alejandro Valverde. Et d'autres aussi ont eu des complications cette semaine. C'est nos amis les Français pour finir sur ce débrief de cette deuxième semaine du Tour de France. Voilà, moi j'ai vu Philippe aller à l'avant, j'ai vu Guillaume Martin être deuxième du général, j'ai vu aussi Nasser Boigny abandonner, j'ai vu aussi Arnaud Démare, Coquard aussi être hors délai juste avant la journée de repos. Finalement, je ne sais pas quels sont les points positifs à retenir de cette deuxième semaine pour les Français. Je vois pas en fait comment ça pourrait aller mieux derrière. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette semaine tricolore. Jérémy, si tu veux commencer. Eh bien, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il y a très peu de points positifs à retenir. Le seul coureur français qui, sur l'intégralité de ce tour et qui encore cette semaine m'a surpris positivement, il s'appelle Franck Bonamour. Il est dans tous les coups, il est affûté, il marche bien, il fait partie des plus combatifs. Pour le reste, c'est une déception, y compris Julien Alaphilippe. Oui, il a gagné son étape, oui, il a porté le maillot jaune, mais depuis Landerneau, c'est quand même un peu compliqué pour lui. Je pense que ça y est, hein, il est cramoisi, il a atteint son objectif du premier jour, il est plus dans le game pour le classement général. Donc, à part mener le train pour Mark Cavendish, bon, il n'y a plus grand-chose à espérer de lui pour la fin du tour. Et pour le reste, tu l'as dit, hein, Boigny abandon, Démare n'est plus là. Il n'y a plus vraiment de quoi se féliciter. Même Gaudu, hier, m'a déçu. Ouais, David Gaudu qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs après en zone mixte parce qu'il était un petit peu énervé aussi, battu par Sepp Kuss, notamment dans cette étape à Andorre. Il y a aussi Guillaume Martin, il faut souligner qu'il y a une belle éclaircie peut-être un petit peu. Guillaume Martin qui a été deuxième du général mais qui a vite rétrogradé le lendemain parce que voilà, la montagne est là et parce qu'il est aussi beaucoup fatigué comme Julien Alaphilippe. On a eu aussi cette petite tirade de Cédric Vasseur qui, lorsque Guillaume Martin était deuxième du général, a commencé à dire il peut rêver de jaune, on ne sait jamais, à une semaine de la fin du Tour de France, Pogacar peut avoir une défaillance et tout. Bon, il s'est un petit peu calmé le lendemain matin en disant qu'il était un petit peu euphorique au soir. Mais voilà, Guillaume Martin, est-ce que c'est une éclaircie pour toi, Brice? C'est très compliqué à dire. Si je prends un petit peu le relais de ce que dit, de ce qu'explique Jérémy, moi j'avoue j'ai une lecture un petit peu compliquée de ce Tour de France pour les Français. On peut être effectivement très critique et à l'inverse on peut être très alors satisfait, c'est peut-être pas le terme, mais on peut se dire ok, on voit les Français à l'attaque qui tentent. On a parlé de Bonamour, on peut parler de Bernard, on peut parler de Kenny Elissonde, Nasser Boigny qui a quand même fait placer. Ça se trouve c'était peut-être lui, si on prend un petit peu de recul, qui a finalement dans le clan français le mieux réussi ce Tour de France, ou en tous les cas qui avait les meilleures aptitudes pour bien figurer et remporter des étapes et rivaliser au sprint. Voilà, c'est un petit peu dur. J'ai envie de dire que Guillaume Martin, à lui seul, sa course reflète un petit peu ce qu'on pourrait tirer comme enseignement du clan français sur ce Tour de France. Est-ce qu'on peut se satisfaire de le voir à l'attaque, d'avoir été placé au général, puis finalement il va pouvoir accrocher un top 10? Est-ce qu'on aurait préféré le voir s'éclater dans les échappées pour un maillot distinctif? Est-ce qu'on aurait préféré le voir s'éclater dans les échappées pour aller chercher une victoire d'étape? Finalement, je me perds un petit peu. Je ne sais pas ce qui aurait été préférable, ce qui m'aurait fait le plus vibrer, ou en tous les cas, ce qui aurait fait le plus vibrer le cœur des Français ou même le sponsor. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à être très sévère avec nos Français parce qu'à défaut de réussite, il y a de l'envie, même si c'est à contre-temps, à contre-courant, parfois un petit peu de manière illogique. Il y a de l'envie, il y a des tentatives. Il reste quelques étapes pour transformer. Et ça peut aussi transformer. On changera notre regard sur le clan français, sur l'ensemble de ce Tour de France 2021.
Et puis en plus, les équipes françaises qui n'ont pas été gâtées, notamment par les chutes et les abandons. Arcas un petit plus que 3 coureurs, un groupe FDJ plus que 4, je crois. Voilà, donc c'est un peu difficile aussi. On verra bien si nos Français vont briller dans cette 3e semaine du Tour de France avec les Pyrénées qui arrivent. En attendant, la rubrique on n'attaque pas arrive tout de suite. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, comme d'habitude, quelques petites questions pour vous. On attaque pas. Est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on ne valide pas? Nibali qui a abandonné pour préparer les Jeux Olympiques, c'est un peu de l'abus, non? Une semaine de la fin du Tour. Est-ce qu'on attaque, Jérémy? Est-ce qu'on n'attaque pas? Moi, tu connais mon opinion là-dessus. J'ai validé cette préparation pour Mathieu Van Der Poel. Je la valide aussi pour Nibali. Brice, on attaque ou on n'attaque pas? J'ai envie de dire, c'est les Jeux Olympiques, ça reste exceptionnel, donc je suis l'avis de Jérémy Sahakian. On va continuer dans les Jeux Olympiques de Tokyo avec la 5e participation où il s'est tombé pour Valverde qui est sélectionné avec l'Espagne. C'est un petit peu fou. On est d'accord, Jérémy? Ah oui, j'attaque totalement là. Brice, je suppose que tu attaques aussi, évidemment. On est là avec Alejandro Valverde, c'est le cœur qui parle. Ouais, on attaque. L'histoire serait belle. Après, à la différence de tous ces protagonistes ou concurrents sur l'Olympiade à Tokyo, lui risque d'aller au bout du Tour de France. Voilà, quid des préparations différentes. Alors j'ai un petit truc, on revient sur le Tour de France. La bataille pour le maillot à pois, finalement, c'est pas si incroyable que ça. Ça va pas nous hyper autant que ça, Jérémy. Je n'attaque pas. Ah, ça va te hyper, toi? Ah bah ça va m'hyper totalement. Ils sont 4 en une douzaine de points. On a vu en plus qu'ils étaient hier dans l'échappée tous ensemble avec Pouls, avec Van Aert, avec Woods, avec Quintana à se faire les sprints, à se grimper dessus, à attaquer. Je pense qu'on n'en a pas fini, qu'on va avoir de belles surprises. Brice, toi, ça te fait kiffer cette bataille pour le maillot à pois, s'il y en a une, bien sûr? Difficilement. C'est bizarre à dire. C'est un maillot qui est assez historique. On a tous grandi avec les images du maillot à pois. Alors, est-ce que c'est les protagonistes qui, moi, me hype pas? J'ai plutôt envie de penser à ça parce que normalement, le maillot à pois fait rêver tout fan de vélo, pas forcément hypé par cette lutte. Brice, est-ce que c'est aussi peut-être un peu le nouveau design du maillot qui, depuis 2-3 ans, je trouve... C'est-à-dire, c'est Leclerc Leclerc qui t'embête? Ouais, c'est un très bon point. Effectivement, j'ai potentiellement l'impression que le nouveau design, on est passé effectivement de Carrefour à Leclerc avec des poids beaucoup plus nombreux et beaucoup plus petits avec ce nouveau partenaire. Effectivement, peut-être un petit peu moins esthétique, mais au-delà de ça, encore une fois, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu le maillot pour compenser un éventuel objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre pour les coureurs. Ça se bat à coup de poing. Jour, je suis en meilleure forme. J'ai un coup de mou, je suis vraiment pas bien, mais finalement, j'arrive à me refaire l'étape du lendemain, donc je reste toujours en course dans le classement. C'est pas un classement. En tous les cas, les protagonistes ne livrent pas une copie qui est fluide, qui est constante. C'est un petit peu soumis aux aléas de la forme. Voilà, il y a un truc dedans qui me paraît pas très naturel et qui me laisse penser à une course un peu au maillot à pois par défaut. C'est peut-être ça qui me hype pas au fond. Après, on dit bataille, mais on sait tous qui va gagner. C'est Wout Poels, il fait partie de la Bahreïn Victorious, évidemment. Je vois pas pourquoi ça devrait changer. En attendant, il y a 10 points d'écart entre Poels, Woods, Quintana, Van Aert. Je suis pas très fan, je vous le dis, si c'est Poels qui gagne, parce que je trouve que c'est pas l'esprit vraiment offensif autant qu'un Woods, un Quintana, Van Aert. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que Wout Poels, c'est un mec qui attaque. Je sais pas. J'aime bien un petit peu le panache pour ce maillot à pois. C'est dur quand même. Non, écoute, pour moi c'est un suiveur, Wout Poels. Voilà, bon. C'est tout. Ça restera comme ça. Et tu changeras pas d'avis et j'espère que tu n'arriveras jamais. En tout cas, on va passer au sprint final parce qu'il faut bien qu'on avance évidemment sur la fin de ce podcast. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Macron! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! 3 étapes pour tout changer ou presque. On verra ça dans les prochains jours avec des étapes dans les Pyrénées. Pour tout changer, je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de ce massif des coureurs, en tout cas même des favoris plutôt dans ce massif pyrénéen? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose, Jérémy? Et toi, tu as envie de voir quoi? Je ne m'attends à rien. J'espère quand même une grande bagarre
encore pour le maillot jaune. J'ose espérer que les Ineos, que les Jumbo-Visma ne vont pas se contenter d'une place sur le podium. Et demain, on dit oui, le final est moins dur, etc. C'est quand même une étape propice pour mettre un gros bazar. Ça ressemble à une étape de moyenne montagne, presque à un gros Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'il y a le terrain pour faire quelque chose, même s'il n'y a pas de grand col. Donc j'espère du chamboulement, j'espère des attaques, j'espère que les rivaux de Pogacar le mettront à mal. C'est ça qu'on veut, Brice, hein. C'est des attaques pour tenter de bousculer Pogacar, parce que pour l'instant, bon, il a pas forcément été bousculé, peut-être pas aussi parce qu'il est trop fort, mais les Pyrénées, c'est normalement le moment fort du Tour de France, ça a été mis en avant, en tout cas parce que c'est dans la 3e semaine. Donc voilà, on veut voir ça, on veut s'éclater, on veut voir quelque chose, du spectacle à la télé. Oui, on veut voir les coureurs qui jettent leur dernière force dans la bataille, notamment pour le classement général et le maillot jaune. Jérémy a anticipé un petit peu mes propos. Effectivement, les étapes qui arrivent à Saint-Lary-Soulan ou Luzardiden ressemblent à des étapes un petit peu plus classiques, entre guillemets, avec des cols, sommets en altitude, des étapes qu'on connaît très bien, il y aura le Tourmalet notamment, donc voilà, des montées qui seront des surprises pour personne. Mais étrangement, l'étape donc de pas de la case Saint-Gaudens, potentiellement, c'est l'étape qui fait pourquoi pas le moins rêver sur le papier en termes de profil. Mais je suis assez d'accord avec Jérémy, c'est potentiellement l'étape qui pourrait offrir le plus de dégâts en fonction tout dépend de la manière avec laquelle les coureurs vont l'aborder et vont la prendre. Le lendemain d'une journée de repos, on sait que c'est jamais une science exacte, peu importe qu'on soit leader, outsider, favori ou coéquipier. Donc ça peut offrir en tous les cas, ça offre le terrain parfait pour une course assez folle. J'espère vraiment que les coureurs vont pouvoir prendre cette étape comme telle. Voilà, c'est peut-être pas anodin si les organisateurs ont mis une étape de la sorte juste à la sortie juste après la reprise de cette deuxième journée de repos. Donc hâte, et il y a vraiment des terrains, c'est vraiment un terrain propice, cette étape de Saint-Gaudens, pour dynamiter et offrir une vraie course de mouvement. Donc on l'attend avec impatience. Il y a des coureurs qui doivent, en tout cas, reprendre du temps, un maximum. Richard Carapace a besoin, parce qu'on pense évidemment au chrono. Rigoberto Urán aussi n'a pas beaucoup d'avance sur Vingegaard, donc lui aussi pourrait essayer de se faire une petite marche. Ben O'Connor est là, Enric Mas, 8e, qui a besoin aussi de récupérer quelques places sur des Lutsenko, des Kelderman, qui marchent très fort en chrono. En fait, tout est là. Ce sont les acteurs, ce seront eux, Valérie. Oui, très clairement, ce seront les acteurs. Et ce qui est intéressant à noter, c'est on parle beaucoup de ces 3 étapes pyrénéennes. Le chrono va pouvoir changer aussi énormément de choses, même s'il est effectivement pas bien long. Il y a quand même des coureurs qui se bagarrent devant. Il y a quand même des gros écarts de niveau sur le contre-la-montre. Si on pense actuellement aux trois leaders, aux 3 coureurs qui sont sur le podium, sont quand même une jambe au-dessus de l'intégralité des concurrents qui suivent sur le classement général dans les 10 premiers. Donc voilà, ceux qui sont en dehors de la boîte actuellement, en dehors des 3 premières places, il faut vraiment qu'ils aillent chercher du temps et qu'ils créent une course de mouvement. L'étape de demain, on l'a dit, pour Saint-Gaudens, elle est favorable pour cela. Les 2 étapes ensuite on pourrait rentrer dans un schéma un petit peu plus classique. Donc il y a vraiment encore du terrain, il y a vraiment encore les opportunités pour faire des écarts avant ce chrono qui pourra une nouvelle fois changer le cours du classement général d'ici Paris. Moi, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que il y en a la faiblesse du AE, donc du coup les échappés ont un peu plus de chance sur ce Tour de France d'aller au bout. Moi, je vois pas les favoris se batailler pour une victoire d'étape, sauf si Pogacar est stratosphérique. Jérémy, je pense que tu vas être d'accord avec moi en disant que les échappés vont aussi avoir la part belle et on va avoir 2 courses à chaque fois. Oui, je pense aussi quasiment à 100% que l'étape effectivement de Saint-Gaudens sera pour l'échappée. Mais j'ose vraiment croire que certaines équipes vont tenter de mettre en place un schéma, une stratégie pour essayer de bousculer le maillot jaune. Ce qu'a fait Ineos hier, finalement, c'est la bonne formule. On met 2 coureurs devant, on essaye d'accélérer derrière. Par contre, il faut réussir à lâcher Pogacar. Si on réussit à lâcher Pogacar, là, on peut faire de grandes choses. Mais pour moi, il y a le terrain pour faire quelque chose. Il faut essayer de surprendre, il faut essayer de se détourner des schémas traditionnels. Parce que je pense qu'à Luzardiden, ce sera compliqué de battre Pogacar à la pédale. Après, Jérémy, est-ce qu'on ne peut pas avoir une course d'alliance? Alors, ça fait toujours un petit peu rêver, fantasmer, peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Mais quand on voit qu'on peut isoler
et ça a quasiment marché à chaque fois, très facilement l'équipe UAE. On peut isoler le maillot jaune Tadej Pogacar. Il y a quand même des forces en présence dans les équipes concurrentes pour essayer d'aller déstabiliser le maillot jaune, renverser tout ça. Alors après, effectivement, une fois que c'est fait, bon, chacun ira courir après ses intérêts. Mais il y a quand même des forces en présence qui peuvent permettre de créer ce mouvement, cette cassure au sein de l'équipe UAE. Oui, bien sûr. Ça, c'est le fantasme quasiment tous les ans depuis l'arrivée de Sky. À chaque fois, on se disait il faut qu'ils s'allient tous contre eux. Le problème, c'est que quand il y a une attaque d'un coureur qui est bien placé, derrière, on pense d'abord à son podium et on se court les uns sur les autres. Donc, il faut réussir à passer ce cap-là, à se dire on n'est pas intéressé par le podium, on est intéressé par la victoire finale. Ce qui change cette année, c'est que les équipes qui sont en lice pour le podium, que ce soit Uran avec EF, que ce soit Ineos ou que ce soit Jumbo, ils ont déjà fait un podium les années précédentes. Ils ont déjà gagné le Tour de France, ils ont déjà gagné des grands tours. Donc pour eux, un podium de plus, un podium de moins, on a peut-être intérêt à tout risquer pour aller chercher le maillot jaune. En tout cas, c'est comme ça que je le pense moi. Je ne sais pas. Ce discours-là, je pense que ça peut être le discours du suiveur et du fan de vélo. En tant que partenaire et responsable d'équipe, on préfère peut-être assurer toujours la même question. On préfère assurer un podium, visibilité maximale, plutôt que de dire on a tout tenté, on a perdu. Même si on a déjà gagné le Tour ou même si on a déjà fait un podium, évidemment qu'on re-signe pour un nouveau podium sur Tour de France parce que ça va permettre de stabiliser et une équipe et un partenaire et des revenus pour les années qui arrivent. C'est pour ça que je te dis que je te parle de fantasme et que quand Johan m'a demandé tout à l'heure ce que j'attendais pour demain, j'attends rien. J'espère, mais je préfère ne pas être déçu. Fantasme, exactement. Moi, je n'y crois pas, en tout cas, au fait que Pogacar soit bousculé, mais je l'espère, en tout cas, qu'on va voir quelque chose. Et j'espère aussi remporter la rubrique qui va suivre, puisque c'est l'heure du quiz. Bon, si mes calculs sont bons, Jérémy, j'ai une chance sur deux de gagner le quiz aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Je me demande si pour ce calcul, tu ne mériterais pas un petit bonus supplémentaire. Ah j'espère, j'ai fait ça pour ça. Après, je suis pas Anthony, je réclame pas les points tout le temps. Moi, je prends ce qu'on me donne. Tant mieux, j'en ai marre des tricheurs, j'en ai marre des gens qui réclament, soyons entre gens, fair play. Alors, on va commencer ce quiz par une question préliminaire, comme c'est le cas parfois. Cette question vous donnera un avantage certain pour le quiz, c'est celui qui sera le plus près de la bonne réponse. Vous savez tous, messieurs, que Mark Cavendish est le maillot vert de ce Tour de France. Combien compte-t-il de points? 272. J'en ai strictement aucune idée. Tu dis 272, je vais me caler par rapport à toi. Je vais dire 247, mais j'en sais rien du tout. 272, c'est pas mal, parce que c'est 7 de plus. 279 pour Mark Cavendish. Tu auras donc la main, Brice, sur ce quiz, et tu auras la main à 2 reprises. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner. Il y a 2 thèmes en préambule. Il y en aura un 3e qui sera commun, mais vous aurez donc un thème chacun. Et Brice, tu vas pouvoir choisir ton thème, soit le maillot blanc, soit le maillot à pois. On va dire maillot blanc, parce que maillot à pois, il l'a descendu tout à l'heure. Donc j'allais dire maillot à pois, mais du coup, maillot blanc. Merci, Johan. Maillot blanc. Mais dommage, parce que maillot à pois, c'était plus facile. Vas-y, c'est bon. Écoute bien, Brice. Je pense de loin, ouais. Question. Tu vas avoir 15 secondes. Et j'ai un chronomètre prêt à être déclenché. Tu vas avoir 15 secondes pour me citer le maximum de bonnes réponses, en sachant que si tu te trompes, on arrêtera ton décompte de bonnes réponses, même s'il reste du temps. La question est la suivante. Cite-moi tous les coureurs que tu connais qui ont gagné le Tour et qui ont en même temps remporté le maillot blanc. Tadej Pogacar. Bonne réponse. Sur l'année 2020. Je me souviens que Nairo Quintana avait eu le maillot blanc, mais était sur le podium, si je ne me trompe pas. Le temps défile, attention. 3 secondes. Bernard Hinault. Bernard Hinault, c'est une mauvaise réponse. Il y avait Egan Bernal, Andy Schleck, Alberto Contador, Jan Ullrich et Laurent Fignon. Tu ne prends donc qu'un seul point. Et Johan, on va jouer avec toi pour le maillot à pois. Et c'est pareil, tu vas avoir 15 secondes. Il y a autant de bonnes réponses à aller chercher. Il va falloir que tu me cites en 15 secondes les coureurs qui ont déjà remporté le maillot blanc à pois rouge et qui étaient, il y a 2 semaines, au départ du Tour de France. Maïka, c'est Barguil. Barguil, c'est bon.
C'est terminé, Johan. 2.1 donc pour Johan, mais le dernier thème, le thème commun, va pouvoir chambouler toute la hiérarchie. Je vous Pourquoi 2 explique. points? J'ai donné Pogacar aussi. Ça me fait pas 3 points? Ah non. Moi, j'ai pas entendu Pogacar. Quoi? Si, j'ai entendu Pogacar et Maïka, si je dis pas de bêtises. Exactement, 2 points. Voilà, 2 points. Ça commence à gratter des points là. Vous avez Maïka, Barguil et Pogacar. Je vous demanderai là-bas. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner Warren Barguil, monsieur Tritz. Je ne l'ai pas entendu. Pas de contestation, hein, on reste fair play, bien entendu. Le dernier thème, c'est toi qui vas avoir la main, évidemment, Brice, parce que tu as gagné la question préliminaire. On va jouer avec tous les coureurs qui ont remporté au moins à 2 reprises le maillot vert. Alors, il pourra être imité d'ici quelques jours par Mark Cavendish, mais pour l'instant, Mark Cavendish n'y est pas. Vous allez marquer non pas 1 point à chaque bonne réponse, vous allez marquer le nombre de points correspondant au nombre de fois que le coureur a porté le maillot vert. Brice, tu auras la main, tu me donnes une réponse, ensuite c'est Johan, ensuite c'est Brice. S'il y en a un qui se trompe, il perd la main jusqu'à la fin du jeu. Donc attention de ne pas prendre trop de risques. Brice, on commence avec toi. Eric Zabel. Eric Zabel, tu rajoutes 6 points à ton total, il y a donc 7-2. Peter Sagan. Peter Sagan, bien entendu, toi tu rajoutes 7 points. Ça fait donc 2 points d'avance pour Johan Tritz, 9-7. Abou Japarov. Abdou Japarov, c'est 3 points, 10-9. Jalabert. Laurent Jalabert, c'est bon, c'est 2 points pour Laurent Jalabert, 11-10 pour Johan. La main est à Brice. Robbie McEwen. Robbie McEwen, bonne réponse, c'est 3 points. Tu reprends donc 2 points d'avance sur Johan Tritz, 13-11. Qui va dire Eddy Merckx. Eddy Merckx, évidemment, c'est bon. 3 points supplémentaires pour Johan Tritz, 14-13. Qui va dire Bernard Hinault. Eh bien, Bernard Hinault. Bernard Hinault, je suis au regret de te dire qu'il n'a pas remporté le maillot vert à au moins 2 reprises. Tu perds donc la main et tu perds ce quiz, hein, parce que tu as un nom pour rajouter encore un petit peu d'ampleur à ta victoire. Ah, bah, j'en ai plein si tu veux, mais un maximum de points. Il y en a un qui l'a gagné 4 fois, vous ne m'avez pas cité. Ben, je vais dire Darrigade. Ouais, Darrigade, c'était 2 points, effectivement, André Darrigade. La question maximum, en tout cas celui qui aurait pu vous rapporter le maximum de points à part Sagan et Zabel, c'est Sean Kelly, vainqueur du maillot vert à 4 reprises. Bon, il n'en reste pas moins que tu gagnes le quiz une nouvelle fois. Johan, tu es sur une bonne pente, là, pente ascendante. Hein. Bah, évidemment. En plus, c'est les pentes que je préfère. Pas trop pentues quand même, mais un peu roulant. Pas trop. Voilà. Jérémy, comment passer à côté d'Alberto Contador et son maillot blanc en 2007? Alors ça, terrible, pour moi, c'est terrible. C'est un mystère. Même en Bichec, c'est un mystère. J'accepte la défaite haut la main parce que c'est pas envisageable. De toute façon, on m'avait pas compté Barguil, donc à partir de là, déjà, j'ai compris. Mais bon, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai gagné mon quiz. Et puis, peut-être que je vais gagner un petit peu d'argent, puisqu'on va parler des paris. Ah, c'est même pas vrai. Alors, il paraît que c'est un mini Bastogne-Liège demain, donc c'est pour ça que dans le site de Paris, c'est Wout van Aert qui est favori de l'étape entre Pas de la Case en Andorre et Saint-Gaudin, avec quand même il y a quelques belles montées sur cette étape. Quels sont vos favoris? Du coup, Jérémy, toi qui es chaud, j'ai l'impression pour commencer. J'allais te donner Wout van Aert, mais la cote, elle doit pas être bien élevée. Combien on gagne? Alors, combien on gagne? Je vais te dire, si tu mets 1 euro aujourd'hui, tu peux gagner jusqu'à 6,50 €. Oh, mais c'est une belle cote finalement. C'est une très belle cote, 6,50 pour Van Aert. Je valide. Tu prends tes 6,50 €, coup, tu pourras t'acheter quelques baguettes avec. Brice, tu vois plutôt qui dans cette étape? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Je dirais le Colombien Miguel Angel Lopez. Mais Lopez, est-ce que tu es sûr de vouloir mettre Lopez? Il met pas un pied devant l'autre. En fait, c'était soit Lopez, soit Elie Gébert. Je préfère mettre Elie Gébert. Et du coup, je me disais, vu que Miguel Angel Lopez est incapable de suivre un peloton, s'il part en échappée, qu'il arrive à passer les difficultés avec le groupe d'échappée. Bon. Ouais, faut qu'il sorte tout seul quand même, hein, parce qu'au sprint, faut pas qu'il y ait des gens trop rapides. Ouais, je suis un petit peu au bout de mes réflexions concernant cette équipe.
Voilà, je l'avoue. Mais autrement, c'était Élie Gébert parce que j'aime beaucoup l'attitude de ce coureur depuis qu'il est revenu de sa grave blessure. Assez discret sur le Tour de France, mais on l'a quand même aperçu. Voilà, c'était entre les deux, mais quand même, mettons Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez qui a 80, Élie Gébert à 120, donc là il y a quand même pas mal de baguettes à se faire si tu mets 1 euro. Moi, je vais dire quelqu'un qui a gagné déjà le Liège-Bastogne. J'essaie de suivre les conseils de Monsieur Sakian. Je vais mettre un petit peu d'argent sur Alejandro Valverde, cote à 27, avant le départ de cette étape. Il a été en forme hier lors de la 15e étape et je pense qu'il est en forme ascendante. Il va aller devant pour servir de point de relais au cas où Enric Mas. Et finalement, c'est la victoire pour Alejandro Valverde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, si, moi, je trouve que c'est une belle cote à tenter. Ouais, bon, dans cette idée, j'aurais même également cité Esteban Chavez, pourquoi pas. Mais non, pareil, Chavez, il n'arrive pas à suivre aussi, Brice, tu vas pas beaucoup d'argent. Ce qui me dit, c'est que tu nous cites des coureurs qui vont pas assez vite au sprint, et je suis persuadé qu'on a un petit groupe. Ah oui, et ça, c'est vrai que Chavez et Lopez au sprint, je me demande celui qui gagne, ils n'arriveront jamais jusqu'à la ligne, ça c'est sûr. Avec Valverde et Van Aert, ça va être compliqué. Ah là, par contre, ça va être un autre niveau. Merci, messieurs. C'est la fin de ce podcast et j'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent. Voilà. Ah oui. A priori, on va gagner beaucoup. On l'espère pour faire monter ce podcast. Vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et puis, les gars, à la prochaine, puisque le Tour de France, il n'est pas terminé, même si le suspense est moindre. Il y a encore une semaine, donc on va vite se retrouver, je l'espère, au moment des Pyrénées. À bientôt. Salut à tous. Salut.